Bonjour, il est 8 heures, ravi de vous retrouver en cette matinée du 27 février 2022. Et Mina Abed est déjà sur place. Mina, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Ça va? Ça se passe bien? Très bien. On a été accompagné par quelques gouttelettes d'eau ce matin. Quelques gouttelettes, en espérant que ça continue pour aujourd'hui. Ça commence. Doucement et oui, sûrement. Doucement mais sûrement, exactement. Doucement et sûrement. Alors aujourd'hui, Mina, nous allons revenir sur un bel événement qui s'est passé cette semaine. Il s'agit de la 3e édition du prix Abdelkrim Dali. Tu as été? J'y étais, vendredi. Très très belle soirée. La clôture. Qui a eu lieu, effectivement, puisqu'il y a eu une opérette qui a réuni des chants andalous, des contes, de la poésie. De la danse aussi. De la danse aussi. Exactement. Et il y a eu donc des lauréats. Les lauréats seront parmi nous ce matin pour revenir encore une fois sur cet événement. Le 23 février dernier, donc nous avons célébré la journée nationale de la Casbah et nous allons revenir donc sur cette célébration, mais aussi sur un élément qui représente aujourd'hui l'identité pratiquement. Et il s'agit donc du canon de Baba Merzouk, un canon qui a été fabriqué en 1542. Justement, et il y a tout un travail qui se fait pour la restitution, pour la récupération de ce canon. Nous allons revenir sur cette initiative. Ce matin, Yazid Ait Mahiddine, cette matinée, reviendra sur les langues maternelles. Eh oui, un sujet très très intéressant, les langues maternelles, les dialectes. Et cette fois-ci, il va nous emmener un peu du côté du sud-ouest de l'Algérie, à Béchar particulièrement, Bni Abbès, plus exactement pour nous parler d'une langue maternelle qu'on appelle le Korandji. Korandji. C'est une occasion de découvrir cette langue maternelle, effectivement, ce dialecte donc, de cette région. Il reviendra aussi sur une success story d'un franco-algérien. Et aussi, ce matin, Nabila Abada nous emmènera quelque part aussi. On est gâtés par lui ce matin, quand même. Hein, oui, on est gâtés. Beaucoup de voyages, on va voyager aujourd'hui. Beaucoup d'escales, beaucoup de voyages en compagnie de Nabila Abada, cette fois-ci, qui va nous emmener du côté de Gherdaya. Ah oui. Pour nous faire découvrir un élément, on va dire, du patrimoine matériel les plus prisés. Il s'agit du tapis de Gherdaya. Et voilà, très connu, le tapis de Gherdaya. Et nous terminerons l'émission en compagnie de Belim Moussaïd qui nous parlera cette fois-ci les amandiers en fleurs. Et voilà, donc pour le menu de ce matin, on est bien gâtés. Vous l'auriez compris, Mina Abed est là, est déjà parmi nous. Donc avant de commencer notre programme cette matinée, Mina Abed nous donnera un peu plus de détails sur les nouvelles du ciel et ce sera juste après ce jingle. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Et voilà, de retour sur le plateau. Et Mina est parmi nous. Mina. Oui. Donc, on a eu quelques gouttelettes. Ça va continuer? Oui, mais bon, quelques gouttes aussi. La journée, on attend encore le retour des pluies. Il y en aura? On en aura? C'était prévu qu'il y en ait cette semaine, mais bon, ça se décale. On reste quand même optimiste. On reste optimiste. On reste quand même optimiste. On continue à prier pour qu'il y ait de la pluie ce mois-ci, on l'espère. On l'espère. Tu nous donnes un peu plus de détails, généreusement, comme chaque matin. Avec chaque matin, Mina Abed avec le sourire. Toujours. Allez, je te laisse travailler. Parce que je sais que tu vas me payer un café. C'est promis. D'accord. Ça, c'est promis, par contre. Swarda. Dans la salle de maquillage, je vais fouiller ton sac. Tu vas pas avoir beaucoup de travail. Le porte-monnaie, le portefeuille est juste. Et je peux me servir? Tu te sers comme tu veux. D'accord. Dis-toi que tu seras fauché tout à l'heure. Ah, écoute, t'as pas précisé, trop tard. Le café. Qui te dit que le café ne coûte pas un bras? Ouais, probablement. Je connais pas le prix. Non, je connais pas le prix. Voilà. Ça, par contre, je connais pas le prix. Comment prix. arnaquer les gens? Voilà. En attendant que je me fasse arnaquer, oui. Donc on aura de la pluie? Un petit peu. Un petit peu? Oui. Tu nous donneras un peu plus de détails? Oui, j'essaye. Allez, c'est à toi. Quand tu penses que je vais t'offrir un café quand même qui va coûter un bras, tu vas nous donner quand même quelques même les deux, hein, on va voir. Même les deux. Peut-être même ton âme, on va voir. On verra. Mais non. D'accord, tu me fais peur alors. Non, ça va. Non, pas ce point. Un doigt, allez. Bonjour à tous, excellent réveil ce matin de la brume, un taux d'humidité assez élevé sur l'ensemble des régions côtières. On entraîne un ciel passagèrement nuageux, voire même couvert sur les régions nord avec quelques pluies en journée, des pluies également avec un ciel carrément couvert cette fois-ci sur le Nord Sahara ou encore la Saoura, des nuages sur les oasis et puis un ciel plutôt voilé sur le reste des régions sahariennes avec de fréquences sous la manche de sable le long des frontières
frontière algéro-malienne et le Sahara central. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles restent toujours en légère baisse avec 16 degrés. Du côté d'Oran, on notera 14 degrés. Non, 16 à Annaba, pardon. 14 à Oran, 14 également à Tlemcen. On notera 17 degrés à Batna, ainsi qu'à Djilfa, 25 degrés Ghardaya. On notera 18 degrés du côté de Béchar, 25 à Janet, 29 degrés du côté de Tamarasset et enfin 36 degrés, ce sera la maximale à Borj Djimokhtar et Ingazam. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 30 et 40 km/h à l'ouest du pays, entre 20 et 40 km/h vers la partie est et enfin entre 25 jusqu'à 50 km/h sur la partie centre. On passe tout de suite de l'autre côté de la Méditerranée en Europe. On a un ciel assez dégagé, un temps plutôt agréable à Paris et Londres, un ciel nuageux. À Madrid, Lisbonne, Rome, on notera des pluies assez marquées à Istanbul. Côté Mercure, on notera 7 degrés à Berlin, 9 à Vienne, 13 à Rome, 12 à Paris, 11 à Londres et enfin 11 degrés également à Istanbul. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et voilà, c'était les nouvelles du ciel, quand même légère baisse de température depuis hier. On le sent, il fait frais. Il fait frais. Hier, il a fait frais. Oui, il a fait froid. Là, il faut vraiment penser à bien se couvrir. Oui, non. Et il faut bien se couvrir, surtout si vous sortez le matin, couvrez-vous, faites attention parce que voilà, la Covid est toujours là, il y a toujours la grippe, les rhumes, les angines, donc il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut bien se couvrir, mais sinon à l'état de la mer, elle va arranger nos amis les athlètes de la voile. Oui. N'est-ce pas? Ils ont bien parlé hier. Là, ils vont être gâtés pour aujourd'hui. Ils vont être gâtés. Quand même 2 jours d'entraînement entre hier et aujourd'hui. C'est parfait pour eux. Eh ben voilà. Merci beaucoup Mina. Merci. Donc, pour ces nouvelles, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi. Avec plaisir. Après celui de 19h. Tout à fait. Demain, non? Demain. Voilà, demain à partir de 8h. Mais sinon, juste avant de nous quitter, Mina, nous allons revenir sur la 3e édition donc, du prix des lauréats, donc plutôt du prix Abdelkrim Dali, pardon, dans un petit moment. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette soirée? Sincèrement, les danses. Et Siam Kenouch, qui était juste magnifique. Elle était resplendissante, elle était présente. Waouh, c'était la première fois que je la voyais sur scène. Oui, et j'étais franchement impressionnée. Sa façon de raconter, on était dedans. Parce que c'est vrai incroyable. Que c'est une opérette qui a réuni les contes, la musique andalouse, la danse, la poésie. C'était toute une histoire, et c'est ça qui était... C'était beau et ça fait du bien. Ça fait du bien, effectivement. Et justement, nous allons revenir sur cette soirée donc de clôture du prix Abdelkrim Dali. Et c'est notre collègue Yanis Ait Belkacem qui s'est rendu. Donc, je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. De Bagdad à Cordoue, la musique andalouse a été présentée sous ses différentes déclinaisons mélodiques et rythmiques le temps d'une soirée accompagnée de la conteuse Siam Arafa Kenouch. Effectivement, avant tout, on fait rendre hommage à ce grand maître. Donc, c'est la reconnaissance et perpétuer son œuvre. Nous leur avons donné donc la chance de pouvoir se produire sur scène avec un grand orchestre et puis vivre cette expérience de soliste, parce que souvent les chanteurs sont au milieu d'un orchestre, alors que là, ils prennent cette responsabilité d'être sur scène, de présenter une nouba. Et ça, c'est formidable. Je trouve que c'est très bien de leur donner cette chance. On remercie beaucoup la Fondation Abdelkrim Dali. Plusieurs interprétations musicales et chorégraphes ont été présentées par de jeunes talents qui ont pris part à cette 3e édition du prix Cheikh Abdelkrim Dali. Et c'est Nassima Hafaf qui s'est vue remettre le premier prix. يعني هذا التراث هذا العظيم يعني اللي لازم علينا نحافظوا عليه. Et voilà, ومن جد وجد. Le premier mot, c'est pour la finaliste, donc je la félicite. Elle a beaucoup travaillé durant des mois, donc elle mérite le premier prix. Ça aurait été étonnant qu'elle ne l'ait pas. Mais les autres aussi.
Ils ont très bien travaillé, pour moi ils ont très bien interprété la nouba, mais il y a toujours un plus. Donc elle a réussi à prendre ce plus, félicitations. Le prix Cheikh Abdelkrim Dali, du nom d'une grande figure de la musique andalouse qui a su allier Garnati et Sanaa, vise à promouvoir les jeunes talents et enrichir le répertoire de cette musique savante. Et voilà, c'était donc un retour sur la soirée de clôture du prix Abdelkrim Dali. C'est notre collègue Yanis Ait Belkacem qui s'y est intéressé et parmi nous, donc la première, donc il y a eu le premier prix Abdelkrim Dali. Il s'agit de Nassima Hafaf. Nassima, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, marhaba bik. Merci beaucoup pour l'invitation. Tout d'abord, félicitations. Merci. Barak alik. Et voilà, alors avant de parler un petit peu de votre parcours, on va essayer de parler de ce prix. Donc, vous avez décroché le premier prix. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Tout d'abord, je tiens à remercier la présidente de la Fondation Wahiba Dali pour ce beau parcours qu'elle a fait, et M. Nedib Kateb, le chef d'orchestre, le directeur artistique de la Fondation Abdelkrim Dali. Et ce prix, ça représente, pourquoi pas, peut-être un début de carrière, Inch'Allah. Et voilà, Inch'Allah, ce concours, c'est une pièce d'identité pour moi. C'est Bahadali, on va décrocher de belles choses, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais sinon, il y a eu une compétition qui a duré 3 jours déjà au Palais de la Culture. Ça Voilà, s'est passé comment? C'était une dure compétition très chaleureuse, voilà, on a passé de bons moments, une belle expérience pour moi. C'était C'est votre première expérience? C'est ma première expérience. J'ai envie de dire dans le monde de la compétition. Voilà, c'est ça. D'habitude, les associations, on a l'habitude d'interpréter un morceau musical, une nouba. Mais cette fois-ci, le concours, il nous a permis de chanter toute la nouba. C'est un truc, c'est grandiose d'interpréter une nouba et d'être noté par un grand jury تحت رئاسة الموسيقار نور الدين سعودي et d'autres professeurs الله يبارك comme صالح بوكليت المساني القسنطيني الأستاذ أحمد بن تليس مدام دي فازيلات sans oublier Madame Behja Rahel, notre grande artiste, المقيمة بمدينة فرنسا. Voilà, mais sinon, donc là c'est un peu ce que vous avez vécu, on va dire, dans cette ambiance donc, du concours. Mais sinon, vous, Nassima, vous avez commencé la musique très jeune, déjà à l'âge de 8 ans. Oui, j'ai commencé très jeune, à l'âge de 8 ans, chez Monsieur Nhaye بهالمناسبة وزنادي يوسف. C'était mon formateur, هو اللي علمني الآلة وعلمني les bases de la musique andalouse, la façon de se tenir, de tenir l'instrument, voilà. Et après, je me suis mariée, j'ai fait un petit break et j'ai repris chez Monsieur Hadi Boukoura, Founoul Jamila des Beaux-Arts. Après, j'ai été sollicitée par Monsieur Nedib Kateb, l'orchestre féminin de l'Opéra d'Alger. Et في هذا الاسمودي تفتحوا لي البيبان ورحت لعنده راني في الجمعية قرطبة. Et c'est lui qui m'a... J'ai repris confiance en moi chez lui. Très bien. Voilà. Mais sinon, le violon, c'est vous-même qui avez choisi l'instrument? Oui, c'est... Ou c'est venu naturellement? L'instrument violon, c'est... كان الشيخ وزنادي يوسف يقول لي دائما شوف قيمتي في الكمال في الفيولون. J'ai commencé بالسنيتر على ماندولين كيما نقولوا حنايا. Après, je me suis dirigée le violon, voilà. D'accord, mais sinon, vous avez comme ça des projets particuliers en musique avec le violon? Le violon, comme on dit dans l'État andalousien, c'est l'interprète, toujours il passe avec son instrument. Et bien, وين يكون الشون يكون إن شاء الله le violon تاعي معايا. D'accord, vous nous faites écouter un petit quelque chose? Oui. Allez. Un petit عراق.
يا فرحنا إن شاء الله تدوم يا فرحنا إن شاء الله تدوم يتلايم فيه الحبايب إن شاء الله ربي يطول يدوم الفرح إن شاء الله. Là, je vois notre cadreur Majid, notre collègue, il était emporté. Ah, merci. Et il est complètement emporté, n'est-ce pas, Majid? Eh ben, bravo, vraiment, vraiment, yatik saha. Alors, on va peut-être revenir un peu à cette soirée de clôture, à cette compétition. Oui. Donc, parlez-nous un petit peu de l'ambiance. Donc, il y avait beaucoup de pression, parce qu'il faut dire quand même que dans le monde de la musique, c'est un monde quand même très passionnant, il y a beaucoup de compétences. Hein. Oui, il y a eu beaucoup de pression. C'était difficile de prendre la décision parce que كانوا كما نقولوا المنافسين كانوا كامل يعني كنا لو ميم نيفو سيتي alors كل واحد فينا كيفاش يتفوق على الاخر بلي بوان c'était alors c'est كانوا on avait des points c'est la façon de se tenir l'habit traditionnel l'habit traditionnel c'est vous-même qui avez choisi? Oui, أنا pour moi لازم خيط الروح لازم محرمه لازم الكراكو لازم الشده لازم يعني الشده كما نقولوا تاعنا تاع العاصمه باسكو سي لا فاسون دو شونتي الاداء النطق سيتي هادو كامل الاستاذ نور الدين سعودي اللي était très très sévère في هذا C'est vrai qu'il est connu pour être très méticuleux, très sévère, très perfectionniste. دقه تاع الدقه alors c'était ça c'était شكون اللي فاز الاخر بهذا النقاط. Et j'imagine que c'était difficile aussi donc pour le jury parce que quand même on a vu qu'il y a eu beaucoup de compétences. Et donc durant les 3 jours de compétition qui se sont de compétition qui se sont passés au niveau du Palais de la Culture Mufti Zakaria, vous avez travaillé aussi sur tout ça, sur tous ces points-là. Oui, on a travaillé déjà من قبل بدينا التدريبات مع الأستاذ نجيب كاتب اللي نحييه ويعني il était تعب معنا. Qui lui aussi est très exigeant. Voilà, très exigeant, très. Et c'est ce qui a fait ma réussite. Parce que déjà هذا التراث لازم يتأدى بأحسن صورة. سي كما نقول لك أمانة لازم نأدوها لازم نحافظوا عليها كما راهي لازم نبلغوها كما راهي يعني بالثقل تاعها حاجة ثقيلة ماشي حاجة هكذا كبر. il était exigeant وتعب معنا في beaucoup de détails. Voilà. ماشي غير في لا ميوزيك ولا في النطق في الميزان في la façon de se tenir aussi chanter et tout voilà c'était difficile يعني pour lui والحمد لله voilà والحمد لله. Mais sinon quel a été un petit peu votre rapport avec le public parce que c'était une très belle soirée le aussi, public hein, j'étais très impressionnée par le public spécialement parce que le public aussi est très exigeant quand il s'agit de musique andalouse. Déjà أنا كي دخلت وقعدت c'est normal j'avais beaucoup de trac. C'est normal. La première phrase la deuxième phrase mais après quand j'ai vu le public شغل قاعد ويسمع قاعد يسمع لي il apprécie vraiment ils ont vraiment apprécié سمع لي وكيفاش يعني vraiment ils m'ont applaudi ils m'ont encouragé vraiment c'était ça m'a fait chaud au cœur je me suis dit allez Nassima il faut pas avoir peur il faut se donner. Après je me suis donnée à fond j'avais beaucoup de plaisir alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ça a été donc récompensé par le premier prix. Nassima, quand je vous ai posé la question sur ce que ce prix vous représente pour vous, vous avez dit un début de carrière. Donc, et pourtant, vous avez commencé à l'âge de 8 ans. Donc, il y a quand même, vous avez fait du chemin. Oui, j'ai fait, mais كما نقولوا في الإطار الجمعيات في الإطار. Donc là, vous parlez d'une carrière plus professionnelle. Qu'est-ce que vous entendez dire par ça? قلت لك déjà
Bon, déjà, la Fondation Abdelkrim Dali, elle va nous enregistrer un CD. Le CD ADA, c'est un début de carrière. Voilà. Et c'est la première fois que vous enregistrez? C'est la première fois. Et vous vous préparez pour ça? Il y a un entraînement particulier, Bien il y a sûr, des répétitions particulières? Voilà, je vais choisir la nouba que je vais enregistrer. Vous avez déjà une idée? Pour le moment, donc je vais cocoter ça avec mon professeur, M. Nadif Kateb. Peut-être que Majid, notre collègue, pourra vous donner une idée. Ah, Majid? Oui. Peut-être que Majid, je disais, tu lui donneras, parce qu'elle est en train de choisir une nouba pour l'enregistrer. Peut-être que tu lui donneras une idée. les modes chabin, les modes d'Arnag, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. عندنا بزاف طبوع شابين زيدان سيكا الحسين c'est des modes que j'aime beaucoup. On va voir, je vais voir Voilà, donc ça va être avec consentement, donc voilà. Ce sera un consentement et donc vous allez finalement choisir ce que vous allez enregistrer, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Voilà, très bien. Alors avant de nous quitter, Nassima, on vous propose aussi de nous faire un autre petit quelque chose. Oui, comme ça. On vous prend dépourvu. Hein. Pas de souci. يا قلبي خلي الحال يمشي على حاله واترك جميع الأقوال واسمع لما قالوا يأتي الفرج في الآن يأتي الفرج في الآن للعبد من مولاه الحزن والسلوان كلهم بإذن الله الصبر على المحال حتى يفرج الله. Bravo Nassima, bravo, vraiment avec Saha, merci beaucoup Nassima, marhaba bik à tout moment. Je tiens à remercier beaucoup la Fondation Abdelkrim Dali, Wahiba Dali et surtout mon professeur, mon chef d'orchestre Nadif Kateb. Eh bien, Yaterm Saha Kamel, j'espère que vous reviendrez lorsque vous allez enregistrer votre CD, Inch'Allah. Inch'Allah, je vous laisserai un dernier mot. Un dernier mot, Inch'Allah. Inch'Allah يروح علينا هذا الوباء. Inch'Allah, Inch'Allah. وحياتنا تولي نورمال ان شاء الله. Inch'Allah, on recommence la vie normalement, Inch'Allah. C'est ce qu'on espère. Nassima, merci beaucoup. Je remercie beaucoup ma famille qui m'ont vraiment beaucoup soutenu fait le concours. Effectivement. Donc Nassima Hafef, vous êtes la lauréate du prix Abdelkrim Dali. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite une très belle continuation dans tout ce que vous allez entreprendre. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons faire une petite visite, si vous voulez. Donc ce sera à travers ces images et on se retrouve juste après.
Yazid Aitmahidine est déjà parmi nous. Yazid, bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs, bonjour. Nous avons avec nous Nour Louda pour sa rubrique Philatélie. Et sans plus tarder, nous allons. La nostalgie. Nous allons voir le premier timbre. C'est le timbre en hommage à Abdelkrim Dali. Non, on va voir celui de Abdelkrim Dali. Donc, bonjour Nour Louda. Voilà, donc. Wow, la surprise. Est-ce que tu as ce timbre? Je l'ai, oui, mais je ne m'attendais pas du tout. Ah oui, il faut quand même se rappeler les bons souvenirs, non? Ben oui. Qu'est-ce que ça te fait? Elle est émue. Je suis émue, ça. Voilà. Merci Yazid. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons aborder aujourd'hui la question des langues maternelles et plus précisément une langue, elle est ni du tamazight, ni de l'arabe, ni du... Enfin, c'est une langue qu'on appelle Koranji. Koranji. Alors on rappelle que tu nous amènes au sud-ouest du pays. À Teb el Bala, dans la wilaya de Bni Abbas. En fait, aujourd'hui, Bni Abbas est une wilaya, effectivement. Voilà, donc c'est la commune de Teb el Bala. Le Koranji veut dire la langue du village. Le Koranji, premièrement, comment on dit un en Koranji? On dit un fou. Donc un fou. Le Koranji, c'est un mélange de Songhai, du tamazight et de l'arabe. Cette langue s'illustre à travers un véritable syncrétisme linguistique et culturel. La langue est parlée dans les villages de Kwara, Ifenyu et Yami. Ils ont d'équivalents en arabe, Zawiya, Sheria et Makhlouf. Des villages, c'est-à-dire comme cette région était un lieu de passage et un lieu de transit des caravaniers et des chameliers, donc c'est dans ce brassage et ce métissage que cette langue a pris naissance. La langue, en fait, elle est pas, comme j'ai dit, c'est un mélange, enfin, c'est un travail, enfin, c'est une source de métissage entre le tamazight, le songhai et l'arabe. Et par la suite, donc, il y a plusieurs ethnies qui sont passées par ce lieu de transit. Les Madingués qui sont victimes de la traite négrière, donc suite à l'invasion des tribus nord-sahariennes du royaume du Mali, Songhai et Bambara. Et puis il y a aussi les Guibètes, les Touaregs et les Chamba. Ces derniers ont installé des axes chameliers. Donc on voit que c'est dans cette... Enfin on rappelle aussi, c'est comme... la route du sel, en fait, c'est là où il y a un passage des chameliers, des caravaniers, donc c'est ça où, c'est par cette route et c'est là où cette langue a pris naissance. En fait, il y a eu tout ce métissage entre, on rappelle que le Songhai, qui est une langue africaine, elle est parlée par tous les habitants du fleuve du Niger, donc comme le Mali, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, et puis il y a aussi le Bénin. Est-ce qu'il y a une population importante quand même qui pratique cette langue? Oui, malheureusement, c'est une langue qui est enfin, c'est parmi les langues qui en voie de disparition, mais il y a quand même à Teb el Bala, ces 3 villages dont j'ai cité le nom, qui parlent encore cette langue, et le HCA, le Haut Commissariat à la Mazirité, donc est en train de travailler pour essayer de réhabiliter et de sauvegarder cette langue. Donc l'année dernière, le HCA, comme j'ai dit, donc, il a édité un album de musique en hommage à cette langue. Il a été donc interprété, en fait, les chants sont interprétés par Mustafa Makhloufi. Donc c'est des paroles en cette langue. Des paroles qui sont chantées avec cette langue. Oui, cette langue Koranji. Il y a par exemple des thèmes comme Abba Amia, envie d'un retour. Tamisi veut dire comment serait-ce possible. Anaba, papa. Anaba, c'est papa. Anaba, c'est papa. D'accord. Maghrissi, c'est paix sur toi. Et Bari, pluie. والله راني باغي تصب الشتا. انا تاني باغي نصب الشتا. Voilà. Donc, en fait, ce sont des tonalités qui font un petit peu penser à la langue des Touaregs. Oui, en fait, il y a ce brassage on finalement. dit qu'il y a le tamazight,
Il y a le Songhai, c'est la langue, donc c'est une langue africaine. Et puis il y a l'arabe aussi, parce que du fait qu'il y a eu la religion, etc. Donc il y a cet aspect, donc ces courants linguistiques et culturels, à savoir donc l'arabe, le tamazight et le songhai. Et ce CD-là a été quand même édité par le HCA avec le concours de la radio algérienne et de l'APS, ainsi que l'UNESCO, donc le bureau de l'UNESCO à Alger. Donc en fait, c'est ça en quelques mots, donc ce Koranji qui veut dire, il est Kwarenzi en fait, on le prononce Kwarenzi, qui veut dire la langue du village, donc Afou c'est 1, Inka c'est 2, et Inza c'est 3. Afou, Inka, Inza. Afou, Inka, Inza, c'est pas du chinois. Hein. Je suis une bonne élève. Hein. J'apprends vite, hein, t'as vu Afou, Inka, Inza. Oui, voilà, donc en fait c'est ça. Et papa déjà, comment on dit? Papa, il y a ba, donc il y a le ba. Il y a le ba, voilà. Le ba, c'est un ba. Un ba, c'est papa. Maghrissi, c'est pas l'ancien joueur de la GSK. C'est P sur toi, Maghrissi, et Bari, pluie. Voilà, donc c'est ça. Donc en fait, Koranji, il est parlé dans cette localité de Teb Bala, où il y a eu beaucoup de... C'est un lieu de brassage, de métissage entre des courants africains, amazigh et arabes. Donc en fait, c'est en quelque sorte... c'est ça, en fait, la dernière fois, il y a eu à l'occasion de la journée mondiale des langues maternelles, le HCA, le Haut Commissariat de la Mazirité, donc s'est déplacé à Bni Abbas. Il y avait donc un colloque sur la semaine des langues africaines et sur la langue maternelle. Ils ont choisi ce lieu pour valoriser cet apport à la langue maternelle et le fait que des Teb el-Bali sont en train de parler, et leurs enfants également sont en train de parler cette langue, même s'il y a quand même des déperditions de cette langue, parce que l'éducation elle est en arabe, et il y a le français, il y a les influences songhai, etc. Mais avec ce premier travail d'enregistrement de chants Koranji, je pense que peut-être il y aura un retour pour la pratique de cette langue et la sauvegarde de cette langue. Mais au moins déjà un support pour pouvoir travailler, faire des recherches linguistiques aussi. Voilà, autour, donc il y a aussi de ces langues maternelles. Je pense qu'il y a eu quand même avant il y a eu beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur cette langue. Aujourd'hui aussi, je pense à l'université de Béchar ou au CNRPH, au CRASC à Oran, etc. Donc je pense qu'il y a un intérêt pour les langues maternelles. Voilà, effectivement. Donc ça, c'était pour les langues maternelles. Tu as choisi aujourd'hui le Koranji. Donc, une langue maternelle. Aussi, le Inka. Deuxièmement, nous allons parler du success story d'un Algérien qui est parti en les années 90 avec un diplôme du Polytech, c'est un polytechnicien. Par la suite, il est parti donc en France pour étudier à l'école des mines à Fontainebleau et commencer à chercher du travail, etc. Il a essayé de faire travailler un peu partout, des petits boulots comme ça, dans un fast-food sur les Champs-Élysées. Après, il a été travailler dans une entreprise, faire un peu de tout. Donc, c'était pour l'alimentaire, comme on dit. Et il a travaillé dans une entreprise aussi de l'agroalimentaire. Il a été licencié de cette entreprise parce que, apparemment, il n'était pas un homme de terrain. C'est le motif qu'ils ont trouvé pour le mettre dehors. Par la suite, donc, il ne s'est pas découragé. Hein. Oui, par la suite, il y a une entreprise d'agroalimentaire qui lui a fait appel pour faire un étiquetage d'un produit bien de chez nous, d'un produit de niche, à savoir le merguez, et pour un peu distribuer le merguez dans les banlieues et au milieu de la consommation, où la consommation est 100% donc halal et maghrébine. Il a travaillé comme consultant et en 99, il rachète l'usine en fait qu'il a licenciée. Ah oui. Il rachète cette usine qu'il a licenciée et puis il monte pratiquement un empire avec 500
500 salariés et une centaine de millions d'euros. L'ironie du sort. Oui, et voilà donc par la suite, ce type, qui est un fervent supporter de la GSK, c'est un enfant du Télébli, achète également le club de foot de Angers, SCO. Donc il achète ce club de foot avec 500 salariés et une centaine de millions d'euros. Donc voilà un petit peu le travail qu'a fait ce monsieur qui s'appelle Saïd Chaban. Saïd Chaban, eh ben bravo. Comme quoi. Et puis un carton rouge, 3, Inza. Inza. Donc troisièmement, Inza dans la langue Koranji. La dernière fois, on a parlé d'un charmant monsieur qui a une galerie d'art du côté de la place Odin, la galerie Khlil. Actuellement, il expose aux États-Unis à UMass, donc dans le Massachusetts. Et malheureusement, on a été voir la galerie, elle est dans un état lamentable. J'ai essayé de prendre des photos, comme je vadrouille un peu en ville, etc. Et je vais vous montrer un peu les photos. Je pense que quand même la PC d'Alger Centre doit faire un effort, au moins de l'extérieur quand même. C'est une galerie mythique d'Alger, mais malheureusement, si on voit cette galerie, regardez, la galerie Khlil. Et ça reste quand même un espace d'expression pour les artistes. Oui, ça reste même la réhabiliter, la réouvrir. Non, je pense qu'il est parti aux États-Unis, mais comme il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de l'entretien de cette galerie, regardez l'état, donc c'est vraiment... voilà, donc c'est juste pour rappeler qu'il faut quand même... minimum, on est quand même sur Alger, on est dans une rue les plus commerçantes, les plus luxueuses en fait, voilà, donc on fait même des serrés, et c'est grave en fait, voilà. C'est un carton rouge. Voilà, d'autant plus que ça reste quand même un espace intéressant à réouvrir aussi pour l'expression des artistes, parce que les artistes quand même... Non, il n'est pas fermé en fait, il n'est pas fermé, pour rappeler, il n'est pas fermé, sauf que le monsieur n'est pas là. Il est aux États-Unis où il expose, je rappelle, il expose à la galerie UMass dans le Massachusetts. Et puis le vernissage a été marqué par la présence d'un grand monsieur de la Big Data et puis aussi d'un grand monsieur de la planète Mars, l'ambassadeur de la planète Mars himself, Nordin Melikchi, qui a participé, qui a été honoré par d'être présent pratiquement dans cette galerie d'art dans le Massachusetts. Donc voilà, c'est pour un petit peu dire qu'il faut quand même un minimum. C'est comme les trottoirs. Effectivement. C'est comme les trottoirs. On ne peut pas marcher dans un... Deuxième carton rouge. Oui, c'est deuxième carton rouge. On ne peut pas marcher dans une capitale avec des trottoirs. Vraiment, Et puis c'est quoi des trottoirs? C'est rien du tout. Juste un petit mini... Je sais pas... Un espace où les piétons peuvent être à l'aise. Voilà. Donc c'est pour rappeler un petit peu ces cartons rouges. Voilà. Parce qu'il faut qu'on s'achète des chaussures des godasses. Il faut penser aussi aux personnes à besoins spécifiques. Hein. Oui, voilà, pour l'accessibilité. Pour l'accessibilité. Sinon, عجبتك هذيك تاع فيلاتيلي. Là, je ne m'attendais pas. Oui, fallait quand même essayer de trouver un petit truc pour faire une entrée ماشي بالعاني quoi. لا درتها بالعاني في هذه. لا هذه بالعاني. Non, sérieusement, je ne m'attendais pas. Et lorsque tu as parlé de philatélie, je pensais que tu allais montrer le timbre sur la Casbah, parce que nous allions en parler aujourd'hui. Mais franchement, je n'ai pas eu du tout la présence d'esprit que tu allais parler de... Oui, transition toute faite. Elle a parlé d'Abdelkrim Dali. Oui, transition toute faite. On a écouté Abdelkrim. Tu m'as pris en surprise. Voilà, Abdelkrim Dali, on l'entend uniquement le jour de l'Aïd. C'est dans quelques mois, dans 2 mois peut-être. Et là, je voulais juste devancer pour chanter Sahaïdukum, voilà, avant le jour J. Mais de toute façon, on ne peut pas imaginer une fête de l'Aïd sans la chanson d'Abdelkrim Dali. Ah oui, c'est une tradition. Ça devient une tradition. Ça devient une tradition, même si elle a été reprise plusieurs fois par plusieurs artistes qui ont fait de belles reprises, mais l'original. Et le premier qui l'a chanté, c'est Mahidine Bachtarzi. C'est pas Abdelkrim Dali, mais c'est Abdelkrim Dali qui lui a donné cette ampleur. Oui, je sais pas, je trouve pas le mot, c'est cette aura, vraiment, c'est... Allah yarhamou, voilà, de toute façon,
La fondation est là, encore une fois, pour faire ce travail, encore une fois, de sauvegarde de patrimoine, n'est-ce pas, la fondation Abdelkarim Dali? Oui, on l'a vu. Qui est tenue par sa fille, Wahiba. Oui, sa fille, Wahiba Dali. Elle était là, le cadre, il a été aux anges. Je pense qu'il faut la ramener pour qu'elle... Qui, Majid? Oui, oui. Il était aux anges. Majid, il suffit juste de mettre une chanson comme ça du patrimoine. Voilà. De toute façon, c'est ma référence. De toute façon, c'est ma référence, Majid. Dès qu'il y a quelque chose qui m'échappe, je vais vers Majid. Majid, tu reconnais la chanson, tu reconnais la musique, tu reconnais... Merci beaucoup, Majid. Merci beaucoup, Majid. Yazid, merci. ما قلتيليش عجبتك كرامات والله غير كنت راح نقول لك tu m'as pris au dépourvu بهذاك لو تامبر tu m'as complètement perturbé والله غير راك الشباب اليوم ماشي غير كرافات انت كمان راك شباب داير شتيتي وكوليس بون ما سمعتنيش والله عطيهم لي دراهم خير شوف مع مينا على بالك راح ديجا لا فouillé dans le sac je sais pas si elle a laissé quelque chose ou pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yazid. Yazid, on se retrouve dimanche prochain. Dimanche inchallah avec plaisir. So cool. So maintenant nous allons écouter une chanson et ce sera en compagnie de j'allais dire Abdelkarim Dali, tu vois, vraiment, je suis vraiment emportée finalement par Abdelkarim Dali, mais ce sera pour une autre fois, cette fois-ci, ce sera en compagnie de Kader Japonais et le groupe Imzad, donc dans cette chanson, on se retrouve juste après. وقال لي اسمع ليا وهاك دي الخبار جاني بشار بالخافية ويحكي لي ما صار وقال لي اسمع ليا وهاك دي الخبار في هكار نتلاقى وعلى طاسي لي غنى
Et voilà, de retour sur le plateau. Et Mariam Moussaïd nous a rejoint. Mariam, bonjour. Bonjour, Nour. Comment ça va? Très bien. Très bien. Alors, juste avant qu'on reprenne l'antenne, je disais à Mariam, j'étais en train de t'appeler, impossible de te joindre, et elle vient de m'annoncer qu'elle était en montagne. Oui, exactement. Donc j'étais du côté de Tizi Ouzou, sur les hauteurs, donc dans des villages perchés. C'est un reportage qu'on verra la semaine prochaine. Exactement. Donc c'est sur la vannerie, c'est un très beau. C'est en fait métier ancestral. Exactement. D'abord un très beau village qui a une particularité, c'est que c'est le village le plus propre d'Algérie. Donc il a été classé en 2018 et il a aussi d'autres richesses, entre autres la vannerie. C'est vraiment on va dire que le cœur palpitant de la vannerie, puisqu'on ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'en fait ça a été fait pendant très longtemps, étant donné que c'était des villages où il y avait énormément de rivières, énormément de points d'eau. Donc il y avait le roseau et toutes ces plantes donc de berges. Et en fait, ils en faisaient des paniers, ils en faisaient plein d'outils et d'ustensiles. Et en fait, c'est eux qui sont partis vers. Et toujours aussi utilitaire, il faut le dire. Hein. Bien sûr, toujours aussi utilitaire. Et encore, c'est encore revenu très. C'est revenu à la mode, c'est devenu très tendance, donc on le retrouve. On reprend conscience que le koufa, finalement, c'est le baraka. Hein. Exactement, oui. Voilà. Voilà, alors on n'en dira pas plus, on laissera ça pour la semaine prochaine. On reviendra avec un peu plus de détails, Mariam, la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, sur ta petite escapade du côté de Tizi, les hauteurs de Tizi Ouzou. Mais sinon, aujourd'hui, on va parler des amandiers en fleurs. Oui, alors on va faire un petit, on va dire un petit point sur ces amandiers sauvages. Alors très souvent, quand on part en montagne, que ce soit en petite ou en grande Kabylie, surtout du côté de la petite Kabylie, donc on retrouve énormément d'arbres en fleurs et passe très souvent, on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc on voit comme ça, surtout au mois de janvier en fait. Ce sont des amandiers sauvages. Il y a en fait les amandiers sauvages et aussi il y a les pruniers. Il y a aussi les pruniers sauvages que l'on retrouve en fleurs. Donc à partir de la mi-janvier jusqu'au début du mois de février, ils sont encore en fleurs on va dire encore vraiment pas quelques semaines, mais limite quelques jours. Donc la mi-mars c'est bon, donc les pétales vont tomber et le fruit va commencer à se former. Mais en fait c'est très très beau, c'est spectaculaire à voir. C'est, on va dire, ça a un cachet très particulier. Ce qui est beau, c'est que quand on fait comme ça des randonnées, des voyages un peu, on va dire, en montagne, chaque mois est différent. Vraiment, vraiment un spectacle différent à chaque mois de l'année. Voilà. Et alors surtout, c'est spectaculaire. Pourquoi? Parce que si, par exemple, quand les enfants, généralement, quand on part en Kabylie, je parle des familles qui ont des enfants et tout, c'est toujours à des moments précis, étant donné qu'ils sont scolarisés. Effectivement. Donc on va ou en hiver ou au printemps ou carrément généralement c'est les grandes vacances pendant l'été, donc on n'a pas conscience de ces paysages-là qui sont vraiment à couper le souffle et c'est très très bon, on a l'impression qu'ils sont en neige, donc je crois qu'on est en train de voir des... Oui, il y a des images aussi qui défilent, c'est comestible Mariam? En fait non, elles sont pas comestibles. Chose aussi que les gens peut-être n'ont pas encore pensé à faire, c'est qu'on peut les greffer, alors même si un amandier, voilà, donc l'amandier sauvage peut être un porte-greffe pour un amandier, de l'amande douce tout simplement. Et en fait c'est dommage parce qu'on pourrait exactement, pourquoi pas par exemple les greffer, hein, comme on cultive les olives, on peut cultiver les amandes aussi, puisqu'il faut savoir que ces dernières années, que ce soit dans le monde entier, le prix de l'amande a pratiquement doublé. Effectivement. A doublé de prix. Il y a vraiment un engouement et une prise de conscience par rapport à tous les fruits secs en général, et entre autres l'amande et tous ses bienfaits. Donc ce qu'on peut faire aussi... L'amande, tous les bienfaits, alors on sait aujourd'hui que 100 grammes d'amande, c'est l'équivalent d'1 gramme de paracétamol. Ça, je ne savais pas. Ah bah si. D'accord. Ah bah si, si on a mal à la tête, autant prendre 100 grammes d'amande. Ah, c'est bien ça. Ça m'arrangerait parce que le paracétamol... Et ça fait effet. Hein. Ça fait effet. Ça fait effet. Oui, ça fait effet. Avec les migraines que je me tape, je peux assurer que ça fait effet. D'accord, alors j'ai pris note, c'est sûr que la prochaine fois j'essaierai ça et on en donnera des résultats aux téléspectateurs. Donc toi, voilà. c'est OK pour toi? Moi, c'est OK pour moi. Donc on rendra pour... Après, c'est du cas par cas. Hein. Après, on verra. Parce que même les médicaments, des fois, ça ne fait pas effet hein, sur certaines personnes, il y a sur certains métabolismes. Aussi un petit peu l'effet psychologique. Donc, oui. Hein, des fois, quand on est convaincu que ça va nous faire du bien, ça nous fait du bien. Effectivement. Voilà, donc, effectivement. Voilà. Donc pour l'amande, ce qu'on peut faire aussi, comme je parlais donc, des amandes amères, il y a énormément de débouchés qu'on pourrait utiliser, entre autres la coque. Il faut savoir que la coque est utilisée comme par exemple la coque des abricots. Il faut savoir que c'est
un matériau qui est exporté, donc ici d'Algérie, donc il est exporté et on en fait des espèces de panneaux dans les pays très froids parce que étant donné que c'est un bois qui est imputrescible, donc absolument rien n'atteint cette coque-là, donc ni la moisissure, ni la pourriture, ni les insectes, ni absolument rien. Donc en fait, ça fait vraiment des isolants d'une très très grande qualité. Donc pourquoi pas ne pas faire la même chose avec la coque des amandes, puisqu'on sait très bien, je ne sais pas si dans le Vauda c'est le cas pour toi, mais moi quand j'étais petite, très souvent je trouvais des amandes qui ont 2, 3, 4 ans. Donc on essayait, on espérait comme ça trouver quoi que ce soit à l'intérieur. Donc des fois on trouve rien, mais en fait la coque est intacte. La coque est intacte, voilà. Effectivement. Donc pourquoi ne pas peut-être donner une idée? Tu sais pourquoi on les retrouve? Pourquoi on les retrouve? Parce qu'on jouait avec autrefois. Oui. On jouait avec autrefois, on les gardait jalousement comme ça, et quelques années plus tard, effectivement, on les retrouve. On les retrouvait. J'en ai retrouvé effectivement quelques-unes dans mes archives. Voilà, ce qu'on peut faire aussi, donc si on va se balader, on pourrait en ramasser quelques-unes. On peut aussi les mettre au-dessus de nos pots de fleurs, c'est très joli. Donc une fois que la petite peau verte a séché et tombé, donc on retrouve des amandes. Ça peut être un herbicide très 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 efficace. Donc quand on met les coques d'amandes amères, ou même si sans les casser, sans les concasser ou les casser, donc on peut les laisser comme ça entières. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura pas d'herbe qui va pousser dans notre pot. Donc on peut faire ça aussi dans les jardins, on peut utiliser comme engrais, comme décoration, donc il peut rentrer dans beaucoup d'autres. Il faut bien sûr qu'on a eu le plaisir des yeux, les senteurs aussi. Il faut savoir aussi que ça a un autre rôle, hein, on va dire qui n'est pas utile pour nous, mais qui est utile pour les abeilles. Il faut savoir que les abeilles raffolent des fleurs d'amandier. Donc vraiment ça bourdonne. Dès qu'on s'approche d'un amandier, que ce soit un amandier, on va dire amande douce ou amande amère, en fait les abeilles foisonnent. C'est vraiment, on a l'impression qu'on est dans une ruche, hein. Sans compter l'odeur. Il faut savoir que ça a une odeur de miel, ça a une odeur magnifique. Donc voilà. Donc finalement on est le plaisir des yeux, le plaisir du nez. Exactement. Donc, et le plaisir du goût une fois que les frais mûrissent. Exactement, pour les amandes douces. Voilà. Pour la coque d'amande, tu en parlais, Mariam, il y a aussi un autre usage cosmétique. Oui. Aussi, parce qu'en bois, finalement, on réduit la coque en poudre et c'est utilisé pour les gommages, pour les savons, et ça donne aussi un résultat. Un très bon résultat. Un très bon résultat et naturel aussi. Voilà. D'ailleurs, en plus, ça peut être vraiment à moindre coût. C'est des choses qu'on peut récupérer comme dans la nature et vraiment, on va dire, on part avec zéro investissement et après, avec la transformation et tout, on peut en faire des merveilles. Donc, avis aux amateurs. Avis aux amateurs. Et voilà, merci beaucoup, Mariam, de nous avoir fait découvrir les amandiers en fleurs. La semaine prochaine, ça sera la vannerie. Inch'Allah. Et voilà, tu nous as déjà vendu la mèche. J'ai vendu la mèche, ça fait rien. Merci beaucoup, Mariam. Donc, on se retrouve dimanche prochain. Inch'Allah. Pour aller du côté des hauteurs donc de Tizi Ouzou et découvrir la vannerie. Et on continue cette fois-ci. On va s'intéresser donc à la journée nationale de la Kasbah, mais aussi à la restitution donc du canon Baba Merzoug. Mais avant d'en parler, je vous propose de voir ce reportage de Afef Belhouchet qui s'intéresse justement au rapatriement de ce canon et on se retrouve juste après. La fougue, le vœu qui m'anime, c'est que tu termines un jour chez toi. Baba Merzoug, l'un des vaillants protecteurs d'Al Mahrousa, un canon en bronze long de 7 mètres, pesant 12 tonnes et pouvant atteindre une cible à 5 km, une prouesse technique au XVe siècle et qui a valu à Alger le titre de la ville invincible. En 1830, Alger tombe aux mains des Français et le redoutable Baba Merzoug est transporté en guise de butin de guerre à Brest pour y devenir un emblème français après avoir été transformé en colonne de granit ornée d'un coq, symbole de la victoire française. La majorité des Français et même à la ville de Brest, ces Bretons-là ignorent que ce canon appartient à l'histoire de l'Algérie et au patrimoine algérien. Mais c'est à la Kasbah, son lieu de naissance, que ce groupe d'Algériens souhaite le voir trôner de nouveau. Ils sont médecins, historiens, chercheurs, militants à l'origine de plusieurs initiatives, dont une fondation pour son rapatriement et une manifestation à Brest au 1er novembre prochain. Ce serait symboliquement que le 1er novembre, l'Algérie, peu importe, puisse sonner 7 coups de canon en direction de la France ou en direction de la mer, peu importe, pour montrer le symbole qu'il y a une volonté de retour de notre bien commun. Et il reviendra à sa place initiale,
le grand môle Khaireddine Babrouche. Une démarche qui peut contribuer davantage au rapprochement des mémoires selon plusieurs historiens français, en tête Benjamin Stora, récemment désigné pour diriger le travail mémoriel par le président français. Ce qui permet, disons, de faire avancer des compromis mémoriels, faire en sorte de parler à l'opinion publique algérienne et française qui ignore beaucoup de cette histoire. Je pense qu'on n'imagine pas comment les restitutions font partie d'une manière aussi d'écrire l'histoire en commun. Les membres de l'association Baba Merzoug nourrissent l'espoir que cette restitution coïncide avec la commémoration du déclenchement de la guerre d'indépendance, à l'image du retour des restes des Chouhada le 5 juillet dernier. Très bien, et de retour sur le plateau, et nous allons donc parler de la restitution du canon Baba Merzoug, et ce sera en compagnie du président de la fondation CASPA, monsieur membre fondateur de la fondation CASPA, monsieur Rida Amrani. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci de m'avoir C'est toujours un invité. plaisir de vous recevoir. Moi aussi, c'est un bonheur d'être avec vous. Là, ici, le mec. Alors, monsieur Amrani, le 23 de ce mois, nous avons donc célébré la journée nationale de la CASPA. Déjà, donc on va revenir un petit peu sur cette célébration de cette cité, on va dire, qui est le cœur palpitant finalement de la ville d'Alger. C'est la plus belle, la plus élaborée des médinas du monde arabo-musulman. Et elle bénéficie d'un site extraordinaire. Elle est en amphithéâtre sur la baie d'Alger. Et elle a été construite de façon très intelligente par les Algériens. Hein. Le style, l'architecture est purement et typiquement algérienne. Il ne faut pas nous dire que c'est de l'andalou, c'est de l'ottoman ou du maghrébin. C'est typiquement algérien, c'est le génie algérien qui a permis de construire cette cité, cette médina qui est sur à peu près 47-48 hectares. Et qui va de Qassaba, c'est le nom de la forteresse qui est tout à fait au sommet, jusqu'au port. Le port qu'a construit Khaireddine Ben Yacoub en 1929, en regroupant les îlots et en construisant la jetée et le port. Voilà, donc Alger existait depuis 3000 ans. C'était Banu Mizrana, les berbères de Banu Mizrana, et c'était un comptoir phénicien. On louait le site aux Phéniciens. Les Phéniciens n'ont jamais colonisé l'Algérie, ils venaient louer et il y avait un échange. Ils venaient ramener beaucoup d'étoffes, de tissus, et parce que ça venait du Moyen-Orient et de l'Orient. Et les Algériens donnaient soit du miel, de la cire, des produits agricoles, de la laine. Donc il y avait un troc qui se faisait comme ça. Et c'est de là où vous avez le pourpre des robes amazigh. C'est le pourpre qui a été importé par les Phéniciens de l'Orient. Et donc Alger, on a l'histoire d'Alger qui c'est jusqu'au 7e siècle, disons, jusqu'à la période byzantine. Puis après, il y a un trou de 2 ans, de 2 siècles, qu'on n'arrive pas encore, que les archéologues et les historiens n'ont pas encore comblé. Et en 945, Bologhine Ibn Zeri est venu reconstruire Alger, comme il a reconstruit Miliana et Média. Et donc, il l'a appelé Jazair Ben Mzghanna. Est-ce que Jazair du nom des îlots, ou est-ce que Jazair du nom de Zeri? Donc la question aussi n'est pas encore tranchée par les historiens. Nous, on n'est pas historiens. Nous, à la Fondation CASPA, on essaie de préserver ce site, on essaie de militer en tant que société civile pour sa réhabilitation, sa préservation, et refaire en sorte que ça parte de la citadelle jusqu'au port. Aujourd'hui, il y a une coupure. Vous savez qu'en 1830, quand les Français ont occupé l'Algérie, ils ont interdit à tout Algérien d'avoir la moindre embarcation maritime, que ce soit un bateau d'1 mètre ou une frégate. Il était interdit aux Algériens d'être propriétaires. Donc nous, on pense qu'il faut tout faire pour reprendre cette tradition maritime de l'Algérie. L'Algérie est un pays de marins. Effectivement, alors justement... Quand Jugurtha est allé à Rome, au Sénat romain,
et leur dire ces 4 vérités. Il est allé dans un bateau algérien avec des marins algériens. Effectivement. Alors justement, revenons un petit peu sur les missions donc, de la Fondation, donc la sauvegarde de la Casbah, mais aussi la restitution de tout ce qui est identitaire, on va dire, de tous ces éléments qui représentent un petit peu l'identité de cette ville, notamment le canon Baba Merzoug. Voilà, nous en 1996, on a créé un comité ad hoc. La Fondation Casbah a été créée en 1991. On a essayé de reprendre ce que faisait l'association du Vieil Alger, qui avait été créée fin des années 60. Et donc, on a essayé de reprendre ça. Et on a créé en 1985 un comité ad hoc pour récupérer Baba Merzoug. Il fallait ce fameux canon. Et dans les travaux qui ont été menés, c'était cette commission par Belkacem Babassi. Et en 1998, on a remis au Conseil national un premier rapport. Mais dans nos travaux de recherche, il n'y avait pas que Baba Merzoug. Il n'y avait que Baba Merzoug. Mais on trouve qu'il y a les canons, les crânes de tous nos chouhada, de Derqawi, qui étaient au musée de l'homme. Et on trouve aussi, comme partant, il y avait à Alger, Fidar Sultan, la Casbah, donc là-bas, il y avait un musée qui s'appelait le musée Franchet d'Espéré, où il y avait tous les trophées, tout ce que de la conquête de l'Algérie. Et quand ils sont rentrés, les Français, donc il y avait les tenues des femmes, les tenues de tous les deibs qui étaient là-bas stockés, tout ça, et ils étaient dans ce musée. Bien, je crois, il y a 464 ou 467, on n'a pas les chiffres, pièces qui ont été emballées, emmenées en France. Elles doivent traîner au musée de Vincennes, dans les caves du musée de Vincennes. Là aussi, on demande à récupérer ça. Donc, on a accès surtout Baba Merzoug au départ, et les crânes de nos chouhada. Donc, c'est la Fondation Casbah qui a milité et qui, dès 1998, on a fait un aide-mémoire au gouvernement. Effectivement. Alors, pour ce qui était des crânes, on a vu qu'il y a eu quand même rapatriement et c'était vraiment un moment... Une partie, effectivement, et c'était un moment très émouvant pour toute la population algérienne. Mais donc là, le travail, encore une fois, se fait sur Baba Merzoug. Pourquoi ce canon? Qu'est-ce qu'il a? Quelle est la particularité de ce canon? Ce canon est extraordinaire. Hein. Il a été construit, en fait, fait Dar Nhas, de 1538 à 1542. C'est quelque chose de phénoménal. Imaginez que c'est un canon qui fait 7 mètres de long, qui pesait 11 tonnes, et que pour produire ces 11 tonnes, selon les techniques de la fonderie et de la forge de cette époque-là, il fallait donc sortir une pièce brute de 22 tonnes. Il fallait déjà la couler. Donc fabriquer le moule. Le moule, c'était ce qu'on appelle en cire perdue, c'est-à-dire on fabrique le canon à l'identique en cire. Imaginez, 7 mètres, le canon à l'identique en cire. Donc on fait autour d'un bâton, on fabrique ce moule en cire. Et autour de ça, à l'époque, on faisait le moulage en terre. C'est pas comme aujourd'hui où on a des moulages en bois et après ça, on a avec le sable et tout. Donc c'est différent. Donc il fallait entourer tout ce moule avec de l'argile et de la crotte de cheval, plus du crin, donc plusieurs couches. Et on laissait sécher ça pendant 3 semaines. Et lorsque c'est sec, on chauffe, on retire le bâton autour duquel a été fabriqué le moule, puis après on chauffe ce moulage. Et la cire coule, il faut faire très attention. Et quand la cire a coulé, le moule est prêt à recevoir Et il faut couler 22 tonnes de bronze, c'est-à-dire 11 tonnes, 11 parts de cuivre et une part d'étain. Et l'étain est volatile. Ça veut dire qu'à 1100 degrés, il faut à chaque fois redoser. Donc vous voyez la qualité, le génie du maître fondeur. On parle de cette époque, on est vraiment en 1542. On est en 1542. Il n'y a pas de manutention mécanique ou électrique. Donc tout ça se fait... Ça demandait quand même des capacités, des connaissances, il y avait un génie. Imaginez donc la tour pour couler ça. Il y avait un cubilo, on appelle ça au fourneau,
à fond. Donc où on mettait du charbon de bois, parce que le charbon de bois est très réducteur, et il peut, avec les soufflets, on peut arriver à 1100, 1200 degrés. Et donc on faisait cette fusion de ce bronze, mais c'est 22 tonnes, il faut avoir des fours à sol à côté pour maintenir à l'intérieur, parce qu'on ne fait plus en 3 fusions, en 3 coulées. La première coulée ne donne pas 22 tonnes. Vous comprenez? Donc on faisait en 3 coulées, et les coulées qu'on obtient, il faut les maintenir, donc il fallait construire des fours à sol. On fait ça, puis après ça, on passe dans le moule, on obtient ce canon, on le sort, je vous dis comment on démoule, parce que dès que le métal refroidit au bout de 3 semaines, il met 12 jours pour refroidir déjà. Et c'est là où, quand le métal refroidit, il se contracte, on perd 7 à 8% du volume initial. Donc vous voyez comment il faut calculer pour le mètre fondeur. Donc il y a ça, et après cela, donc il faut percer. À l'époque, on n'avait pas le moulage avec les corps. Donc il fallait percer. Donc on avait un outillage. Imaginez, vous prenez une pièce de 22 tonnes à la verticale, vous avez un système de manutention avec des poulies, et j'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais il faut qu'on continue à chercher, parce que moi je suppose qu'il devait y avoir un moulin à eau, parce que on a de Bab Jdid, le Serkadji actuel, jusqu'à Sidi Abdelrahman à côté de la Médersa, et après on arrive à la fonderie. Ça c'était les remparts, et dans ces remparts il y avait de l'eau, comme les châteaux forts. Donc il y avait un torrent qui descendait d'Elbière ou je ne sais quoi. Je cherchais où était installé ce moulin à eau qui devait faire tourner tout ce système de mécanique très complexe. Et vous savez qu'en Algérie, on était très fort en mécanique générale. On enseignait la mécanique générale à Bdjaïa. Le fameux italien, le génie italien était venu étudier en 1480 ou quelque chose comme ça. La mécanique générale à Bdjaïa. Fibonacci. Mais pas Fibonacci. Fibonacci, c'est le mathématicien, l'autre, c'est Leonardo da Vinci. D'accord. C'est lui qui est venu étudier, qui faisait les automates, qui faisait les systèmes de manutention, qui travaillait à la chapelle Sixtine à Rome. Mais nous, en Algérie, pour faire cette manutention de ce canon-là, vous imaginez qu'est-ce qu'il fallait comme tringlerie et comme système mécanique, et parce que non seulement il fallait avoir plus de 8 mètres sous crochet, vous savez ce que c'est, le crochet qui porte le canon. Aujourd'hui, dans toute l'Algérie, je crois qu'on a 1 ou 2 usines où on a 8 mètres sous crochet, sous les panneaux des pans roulants. Là, on avait à l'époque plus de 8 mètres sous crochet. Vous voyez la technologie, comment elle était. Effectivement, et justement, c'est ce qui a fait de ce canon le plus grand déjà de par sa taille, mais aussi de par sa capacité. Il faut moduler. Hein. Ce canon est extraordinaire parce que c'est un canon qui avait une bouche, un diamètre de 25 cm. Hein. Il y avait le canon qui a permis aux Ottomans de rentrer dans Constantinople, avait une bouche beaucoup plus grande, je crois jusqu'à 55 ou 57 cm de diamètre. Donc mais lui, il était le plus long. Regardez-le, voilà. Hein. Il était le plus long. C'était le plus long des canons, et il avait une portée de 5 km. Il était dirigé vers la pointe Pescara, c'est-à-dire vers le nord. Dès que le fort de la pointe Pescara, c'est-à-dire Ras Hamidou, dès qu'il informait qu'il y avait une flotte qui arrivait, lui, il l'a freiné déjà. Mais la baie d'Alger, l'ouverture de la baie d'Alger est de 15 km. Donc les bateaux qui voulaient éviter Baba Merzouk allaient vers Cap Matifou et essayer de rentrer. Voilà, donc il était là, et il était manipulé par 5 canonniers, mais il était très difficile à manipuler parce qu'imaginez qu'à l'époque, on alimentait par la bouche. Effectivement. Vous avez 7 mètres. Donc il pesait en tonnes. Donc il a duré, il a fonctionné, fait Borj Ammar, c'est-à-dire à la pointe, le truc, jusqu'en 1666. Lorsque Borj Serdine a été construit, il a été retiré et mis dans. Et là,
Il faut rappeler, parce que notre ami aussi a fait un bon travail, Boulbina, Smaïd Boulbina, et donc avec l'archevêché d'Alger, il a même correspondu avec le pape, et on a vérifié que le père Levaché, qui est mort en 1688, c'est-à-dire 22 ans après l'arrêt du fonctionnement de ce canon. Effectivement, et justement, l'arrêt du fonctionnement donc, de ce canon, aujourd'hui, il ne fait plus office d'arme, mais plutôt d'une œuvre d'art. Et aujourd'hui, donc d'une œuvre d'art, aussi un élément de l'identité donc, algérienne. Mais donc aujourd'hui, il faut dire que c'est un devoir de mémoire, encore une fois, de le restituer. On va parler très rapidement de cela. Oui, mais ça, c'est le génie algérien. C'est un canon. L'Algérie, il y avait, je crois, 1840 canons à Alger. Ce que les Français, en 1830, ont ramassé comme canon en fonte et en canon en bronze, je crois, 866 canons en bronze, et le reste, c'était des canons en fonte. 1800 Alger, Mahrousa, impossible de la... Donc, ils sont rentrés par derrière, et parce que la poudrière a explosé. Mais on était d'excellents fabricants de canons. En 1637, un accord avec la Suède, on a changé le système de forgeage. Donc on a eu un équipement de forgeage moderne. Mais on sait fabriquer des canons. On a fabriqué ce canon c'était de façon géniale. C'est un génie. Je vous ai expliqué cette tringlerie, comment faire tourner une pièce de 22 tonnes à 9 mètres du sol sur un outil. L'outil est fixe. Donc encore une fois, ça témoigne de tout le C'est un génie. Et il faut le ramener. C'est notre génie. Et il ne s'appelle pas la consulaire. Il n'a jamais servi à tuer qui que ce soit, ni le père Levaché, ni l'autre. On a établi historiquement, grâce à cette recherche de Boulbina, que le mot la consulaire, l'amiral qui a pris ça, il n'avait pas tiré un seul bout de canon, c'est comme le dit de Bourmont. Et donc, la seule chose qu'il a prise, les seuls faits d'armes qu'il avait, c'était d'aller prendre ce canon et de l'envoyer à Brest. Et il avait fait encore quelque chose de terrible, cet amiral de la flotte française. Le mausolée du Bey Hassan qui a battu Charles Quint et qui avait construit justement ce canon sur demande de son père Kherdin avant de partir à Istanbul pour être chef de la marine et chef d'état-major de la marine ottomane. Il avait dit à son fils adoptif, il faut fabriquer ce canon. Bien, vous savez, le mausolée de ce Bey Hassan, eh bien, cet amiral de la flotte française a pris ses ossements. Il les a mis sur le bateau amiral de la flotte française et il a déversé dans la baie d'Alger ses ossements en disant, voilà, on a vengé la chrétienté, on a vengé Charles Quint. Voilà, effectivement, un autre crime. Donc c'est pour ça qu'il y a, regardé, celui qui a fait sa fabrication, regardez qu'est-ce qu'il y a comme charge historique, comme charge émotionnelle, il faut qu'on le ramène. Voilà, il faut qu'on le ramène, donc on termine sur ça, ça reste quand même un devoir de mémoire de restituer encore une fois ce canon. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, Monsieur Rida Amrani. Donc je rappelle, vous êtes membre fondateur donc, de la fondation La Casbah. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin et on continue cette fois-ci, nous allons aller du côté de la wilaya de Béchar pour découvrir un café traditionnel et ce sera en compagnie de Salid Bessaïdi. Du tohu-bohu de la ville se niche ce petit café traditionnel appelé Qahout Zman ou café d'antan. Chez Ami Belqasem, le propriétaire, il n'y a pas que ce bon thé à la menthe qui attire les clients. Dans ce lieu, on peut aussi voyager à travers le temps et découvrir l'histoire de la ville de Béchar. J'ai eu l'idée de créer ce petit café pour que les gens viennent se reposer et passer un moment agréable et en même temps leur faire découvrir l'histoire de la ville de Béchar. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas son histoire. Décor et ambiance traditionnelle, ce lieu renferme un grand chapitre de l'histoire de la ville. Il est devenu au fil du temps le coin favori des jeunes de la région qui viennent pour se ressourcer après une longue journée de travail. Je suis étudiant. Ce qui m'attire ici, c'est cet échange d'idées et d'informations qu'il y a entre la nouvelle et l'ancienne génération. Nous avons la chance de côtoyer les anciens de la ville.
والناس اللي كانوا شغل كما فهمت الناس القدام تاع الولايه. Nous connaissons le propriétaire de ce café depuis très longtemps. On l'appelle Qasimou. Je viens tout le temps ici, je m'y sens bien. J'ai toujours aimé l'ambiance et le décor des cafés traditionnels. On ne peut que se sentir bien dans un endroit pareil. Le propriétaire a su comment attirer ses clients. Il y a beaucoup d'artistes qui se sont inspirés après avoir pris un café ici. Assurer la continuité figure parmi les principaux objectifs de Ammi Belqasem. Ce passionné de l'histoire de Béchar tient à transmettre son savoir-faire et sa passion à son fils, Islam. Et Nabila Abada nous a rejoint. Nabila, bonjour. Elle n'est pas seule aujourd'hui. Ah, pas du tout. Elle n'est pas seule. Bonjour. Bonjour Nabila. Tu es bien accompagnée aujourd'hui. Chauffée. Guillaume, c'est assez particulier. La dernière fois, Yazid, tu m'as offert de la tisane, mais pas Nabila. Elle t'en veut. Tisane avec avec des raisins secs. Avec des raisins secs, c'est ce qu'il a dit. Non, non, Hadi, c'est mon invité. Les Djabli, la taille, mais le vrai. Les machis, c'est pas la tisane. C'est monsieur Mustafa Oudjana qui nous a rejoint ce matin. Bonjour, marhaba bik. Merci beaucoup. Alors, Mustafa Oudjana, c'est un chef d'entreprise, c'est un hôtelier, il est dans le domaine du tourisme et il est surtout natif de Gherdaya. Et c'est là où tu vas nous emmener aujourd'hui. Et c'est là où je vais vous emmener aujourd'hui avec Mustafa. C'est l'un des ambassadeurs de Gherdaya. Bon, on se connaît depuis... 20 ans. C'est pas plus de 20 ans, c'est ça. Ça te rajeunit pas, hein? Non, du tout. Bonne pour s'appeler le Mourad, bon matin. Hein. Il faut boire du thé. Ça même cache, ما تبانش. ما تبانش كامل. لا والله غير صح ما تبانش. يا اخي قلت لكم la crème c'est pas là, c'est dans le pain. Le matin. Ah oui, bien voilà. sûr. Faut pas la mettre sur la peau, ça sert à rien. Et du thé au Sahara. C'est ça le secret. Ah oui. Pas vrai, et s'entourer des gens bienveillants. C'est tout. ليك نور الهدى يبدا الطرح. Alors نور الهدى كي نجي نهضر لها ولا نديها معايا quelque part. الصحراء particulièrement تروح ما تقدر ما تعرفش تهضر تغيس نصيبها غايسه. غايسه et puis elle pleure facilement d'ailleurs عندها الدمعه محطوطه غير بكتب لها. فاقولي. C'est vrai ou pas? كامل فاقولي. C'est vrai en plus. Elle est très émotive. C'est vrai. Tant mieux. Bon. On fait quoi? On va à Gherdaya ou pas? نروحوا قبل ما تحبها. نستنى من البارح وانا نستنى. Allez, super. On va parler exclusivement aujourd'hui du tapis. Alors d'habitude, la fête du tapis, c'est la période de mars. Cette année, on verra, la date n'a pas encore été déterminée. Mais le tapis de Gherdaya est un accessoire très important dans les maisons des citoyens de Gherdaya. De renom international, il faut le noter. International, exactement. L'image, le tapis de Gherdaya, franchement, on a tous, dans nos foyers, il y a une photo. T'as le tapis de Gherdaya. Et le tapis de Gherdaya regorge de beaucoup de secrets. C'est les symboles. Et c'est ce qu'on va découvrir dans le reportage d'Escapade. Après, Mustafa Oudjana va nous en dire un peu plus. Allez, on va aller en escapade en compagnie de Nabila pour découvrir le tapis de Gherdaya. On se retrouve juste après. Waouh. On s'attend pas à voir ça qui nous تحت. هذه أنامل أيادي جزائرية وغرداوية. والله هذا طابي يقولوا له مرقوم. هذا الرقمة غرداية. كاين رقمة بني زقل، كاين العاطف وكاين بونورا. الرقمة سي هذا الجيومتريك. داكور. هذا الجيومتريك. ولو تابي سامبوليك هو هذاك الأحمر هذاك اللي يبان هذاك شاك موتيف فيه اكسبليكاسيون ثاني. داكور. نقدر ندرك ولا اعطيني جوست un tapis au moins. On va essayer de percer des mystères comme ça. Au moins نعرف نشوف la prochaine fois des tapis هكذا نعرف نقراهم. Alors. إلا راكي محظوظة وشريتي زربية من قبل ولا هداوها لك. فوالا وما تقدري نقرا لي سامبول. اه بون. الوغ مثلا كاين لي باني هنا يجوا ثلاث مشطات فيهم لي تروا كولور جون روج
Et vert. هذه انواع العلاقات قديم الزمن وحتى لدركا. واحد قلبوا على السمراء وواحد على التمره وواحد على الجمره. نزيد ولا حلس؟ كمل. بون خصنا خلينا لو طون نستوعبوا لو راس كي تشري عليا زربيه نزيد نفتح لك كامل لي كود تاع الزربيه لازم تشري عليا حاجه. بون ايه خلاص راه ليش هذا طابي فولون هذا راه احنا راني نحكي وراه يديك في فواياجي ا ترافير لو طون. بارك الله فيك. هذا ابزيم شيء ابزيم بكري الملحفه والبزيم. داكور سي كوم اون بروش. فوالا اون بروش. والبزيم هذاك كل وحده تحطوا لها البزيم على حساب لاطاي تاعها. بزيم صغير وحده صغيره، بزيم كبير وحده كبير. هذه الزواج يقولوا له قدود، كل واحد يدي على حساب قدو. هذا الفرش تاع العروسه لو لي دو لا ماريي. داكور. هذا لو بلا دو كوسكوس. هادو لي 5 فيل تاع لا فالي مزاب. لا موسكي وني الصندوق تاع لي بيجو، لي بالميي، لاغينيي، لي بتي زوازو. وعلاش لاغينيي؟ هذه كاع واش موجود في المنطقه. داكور. اوكي. كامل. كاين في القديم كان ينقشوا في الحجره. ومن بعد في الزربيه ولا قبل قلت لك غاندورا يقولوا لها لا غاندورا موزابيت. كي جاو لي سور داروا لها كوم زربيه ودخلوا بعض الامور تاع لي موتيف تاعهم كيما لي توال دافيد كيما لا كروا هما اللي دخلوها داكور في الزربيه. درك نروحوا للحكايه تاع العروسه ولا المراه اللي تخدم. وي سي سكي ماتيريس. فوالا على بالكم الضغوطات النفسانيه اللي يكونوا في النساء والرجال وليجان وكل شيء. نحضروا على المراه خاطر تخدم مادام تخدم يبانوا لي ديفو كي تكون مقلقه يبانوا لي ديفو. يعني با كونسونطرون ماهيش مركزه. فوالا ماهيش مركزه. كي تكون مراه تخدم يعني مركزه عندها مثلا ساعتين في النهار تخدمهم وتروح للخدمه خلاف هذيك خدمتها تكون متقونه ما شاء الله. وهذه الزربيه هذه تخدم في ايكومار بروميي تاج على الضوء الشمس ما تخدمش على الضوء على الكهرباء والتريسيتي خاطر على لوميير دو جور. لا لوميير دو جور فوالا وراهي تخدم كي تعيا شويه باسكو سا بيك لي زيو الخدمه هذه وتخدمها ماشي منا تخدمها من جهه هذه. بون من الخدمه واللي راهي يتفرج من اللي راهي تطلع يعني من جهه داكور. وي سي تري ديليكا. هذه هي العكس نتاع لي زارتيست. لي زارتيست يخدموا الطابلو قدامه يشوف الطابلو كيفاش راه يخرج. مي هذه لا الولف تاع المولفين الخدمه يخدموها تخدم هكذا ومن بعد تشوف واش اللي راهي ملهي يشوف سكو سا دون. وكاين اللي يديروا المرايات هكا دير المرايه وتشوف الخدمه تاعها من المرايه. Et voilà, c'était donc le tapis de Gherdaya gorgé de symboles et de messages surtout, Nabila. Exactement. Donc on communique avec carrément. Exactement. Donc on peut envoyer des messages. Alors on a vu, bon, c'est des messages en généralité par rapport au peigne, à l'araignée, les 7 qsour de Gherdaya. Ça, c'est une généralité. Mais moi, ce qui m'intéressait, et je suis partie voir, enfin, je voulais savoir aussi, c'est les messages des femmes mariées. Indirectement, elle tisse son tapis et elle l'envoie à sa famille pour leur dire si elle va bien ou pas. D'une manière très subtile. Voilà. Il a une léha. Donc il coule une souche très bien, très aligné, bien comme il faut, les belles couleurs. Oui, la tofla marahish gad. La couleur ماشي في بلاصتها, le symbole معوج ولا لا. Normalement, c'est ça. Ben oui, moi j'aime bien. C'est vraiment, c'est envoyer comme ça des messages pour dire à sa maman, parce que c'est sa maman, elle reçoit le tapis, elle comprend un peu les symboles aussi, pour lui dire, il a fait aman Allah, il a une léha ou la. Voilà. Si on voit que le tapis, là, les symboles ne sont pas à leur place, ou là il y a quelque chose qui cloche, et ben on va aller voir la fille et on va essayer de voir ce qu'il en est. Voilà, et d'une manière très subtile. Très subtile, il y a Maqal Toualo et tout, et voilà. Et donc le tapis, d'une autre manière aussi, il y a le tapis Mustafa Oudjana dans la région de Grara, hein, parce qu'il est natif, Mustafa Oudjana, de la région de Grara, d'ailleurs j'ai adoré.
Ah, natif d'Alger, tu étais là. D'accord. Migrimel. J'ai grandi là-bas, j'ai fait toutes Elle les grandit études là-bas. Mais la famille, elle est de. Tout le monde est là-bas. Oui, de Gardaya. Et khlas. Donc, Megrara, c'est le village D'où je suis origine. du papa et du grand-père. Et moi, j'ai adoré cette région. Et j'adore aussi quand on est à Grara, quand je suis sur la falaise et quand on contemple la palmeraie à perte de vue. C'est incroyable. C'est vrai. Et j'ai mangé là-bas un couscous avec du lait, la chèvre, lait de chèvre. Et ce voyage ou l'ancien voyage? L'ancien, mais tu à chaque fois. L'hameçon. L'hameçon, exactement. Moi qui n'aime pas le lait, mais à part le lait de chèvre, le lait الناقة البن exactement. Mais نشرب aussi le halib. Bien heureusement, c'est bon ça, c'est très bon. Mais voilà, c'est le Grara. Alors, Grara, le tapis. Qu'est-ce qu'il y a d'assez particulier là-bas? D'abord, merci pour la convocation. Parce que ah oui, c'est une convocation. Je ne lui ai pas laissé le choix. Alors, elle m'a presque convoqué, j'ai mis ton nom, donc c'est bon, tu passes. Voilà. Il m'a remercié en ramenant du thé. Voilà. Quoi, hein? Et des croissants. Les croissants, le croissant, là. Eh bien, figure-toi, la coïncidence fait que je reviens au plateau 20 ans après. Je salue Afef Belouchet au passage. On a fait le tapis de Gardaya en 2002 à Gardaya, en direct. 20 ans. 20 ans plus tard. Voilà. J'étais pas encore née, moi. Elle n'était pas née professionnellement parlant. Professionnellement, d'accord, ok. Donc, voilà, le tapis du Mzab ou de Gardaya ou de Grara, c'est pratiquement la même chose. Oui. Maintenant, tu me poses la question, quelle est la particularité de... La région de Grara. Je parle des tapis de la mosquée, moi. D'accord. J'ai parlé de ça? Oui. Très bien. Oui. Alors, au Grara, il y a un phénomène que je connais depuis mon jeune âge. Donc, toutes les familles, ils font le tapis à la maison pour la mosquée. D'accord. Donc, la même couleur qu'un des donateurs. Alors, celle qui peut faire à la maison, donc, on lui ramène de la laine, elle fait un maximum possible de mètres linéaires de tapis fait la même couleur. Je t'ai envoyé la vidéo. Oui, c'est marron, je ne sais pas, enfin marron après, clair, oui, voilà. par rapport aux images. Donc, tout le monde fait le tapis pour la mosquée. Donc, c'est une couleur unique. Couleur unique pour tout le monde. Donc, c'est de la laine pure. Il y a beaucoup de donateurs, ils donnent ça à longueur de l'année et ils donnent ça à toutes les familles. بحكم انه كاين 80% de familles de foyers عندهم un métier à tisser à la maison. Incroyable. C'est un héritage, c'est un métier complètement hérité que je de maîtrise aussi. C'est vrai. Ah oui, je le fais bien. Donc, j'aime bien, il le fait bien. Donc, quand on a un maman ou là, la maman ou la ma tante ou là, les grands-mères, jusqu'à présent, nous avons des métiers à tisser. Ici à Alger, à Gardaya, partout. Voilà. Donc, je parle de ce... Allez-y. Je parle de ce truc de la mosquée. Donc, tout le monde participe à faire les tapis pour la mosquée. C'est ce qu'on voit, non? Pardon? C'est ça, c'est les images. C'est les images qu'on voit. Là, c'était... Ça, c'est une exposition dans une ambassade il y a 2 ou 3 mois. D'accord. Donc, on avait ramené 300 ou 400 tapis. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, les mosquées, c'est une couleur unique, voilà. Marron, que la plupart des foyers de Grara font comme donation. C'est pas une donation, c'est une prestation de service à titre gracieux. D'accord. Donc ils font ça. Les femmes qui n'ont pas les moyens, donc elles sont payées symboliquement par les associations, ou les Achair, ou la mosquée même. Mais quand une famille est aisée, elle le fait à titre gracieux et avec plaisir. Ça, dans les foyers. Il y a aussi ce qu'on appelle Dar al-Achair, que vous appelez tout ici dans les grandes villes, les salles des fêtes. Donc, Dar al-Achair, فيهم au sous-sol ou au rez-de-chaussée ou là, عندهم des dizaines de métiers à tisser à la maison, plutôt في Dar al-Achair. Donc, les gens ramènent de la laine là-bas, et les femmes, elles viennent de leur maison, elles travaillent, elles font les tapis, et c'est des milliers de mètres linéaires à longueur de l'année. Et donc, tout le monde contribue à ça. C'est ce que je voulais dire. Quand
aux familles. Toutes les familles ont mensage ou la métiate ici à la maison. Ils font leur tapis ou là ils font des trucs pour eux, là, pour la famille. Voilà. Et voilà, donc là on comprend que quand même c'est un métier qui est bien sauvegardé donc, par les gens de Gherdaya, n'est-ce pas? C'est l'identité, ça fait partie de l'identité. Surtout l'identité. Voilà. Donc merci beaucoup Mustapha. Merci pour ton thé, pour ta présence, pour ton sourire, ta bienveillance, pour les croissants, pour la régie. C'est pas le fait de me regarder comme ça, je vais prendre le thé qui reste. Quand même. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, Monsieur Mustapha Oudjana. Vous êtes venu de Gherdaya? Oui. Eh ben voilà, merci. Convocation officielle. Merci beaucoup à vous donc d'avoir été parmi nous ce matin. Nabila, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre escapade, une autre virée. Inch'Allah. Inch'Allah. Bye. 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 Et voilà, et nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Vous retrouverez Radia Boul Maali dès demain à partir de 8h. Quant à nous, on se quitte avec cette très belle musique de Adel Mzab. Bye. يشرب ساغيل طرود من جنبار شلميمون هيا نوجي يشرب ساغيل طرود من جنبار شلميمون